Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix ? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble. Bonjour à tous, les amis. Vous êtes de retour sur le projet dirigeable de nouvelle génération. Nous sommes à nouveau en direct. Avec vous, comme toujours, moi, Gennady Babanine, et le directeur technique de la société Aeronova, Fyodor Konstantinov. Oui, bonjour à tous, les amis. Oui, aujourd'hui nous allons parler des actualités du mois de janvier. Je pense qu'on va commencer par la plus intéressante. Laquelle donc ? L'aérolait. Comment le nôtre a volé, comment il s'est comporté lors des essais. Tout le monde est très curieux de le savoir. Et quand la suite de ces vols aura-t-elle lieu ? Oui, les amis, encore une fois, bienvenue à tous. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est la première fois que nous sommes en direct. Après les fêtes. Oui, après le Nouvel An. D'ailleurs, j'aimerais d'abord souligner le fait que le Nouvel An est passé. Janvier est un mois si court. Et d'habitude, tout le monde met du temps à se remettre en route, tu sais. Il y a plein de mèmes à ce sujet. À ce propos. Oui, à ce propos. En janvier, on n'a pas envie de travailler. Mais là, il se trouve que nous, on a carrément. On s'est vraiment donné à fond. Oui, au travail. En fait, personne n'a vraiment eu le temps de se déshabituer. Et en plus, on avait une affaire. Vous savez, on a déménagé de l'ancien bureau à celui-ci. Et dans ce bureau, on s'est finalement installé juste avant le Nouvel An. On n'a même pas eu le temps de configurer tous les systèmes. Par exemple, le système d'accès au bureau. Et là, les employés ont essayé de venir au bureau pendant les vacances du Nouvel An. Plusieurs jours de suite, sans succès. Parce que l'ascenseur de ce complexe était coupé. On pouvait monter par les escaliers. Mais là, le badge ne fonctionnait pas sur la porte. Oui, ce que je veux dire, c'est que personne ne s'est vraiment déconnecté du travail. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on est venu. En ce moment, tout se passe vraiment bien, rapidement et de façon organisée. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Oui, alors Jenna a posé une question à propos de l'aérolait. Vous avez vu la vidéo ? L'aérolait a volé. Et il a volé de façon assez stable, de qualité et à plusieurs reprises. Qu'est-ce que je peux dire ? C'était une expérience nouvelle. C'est une machine complètement différente. Ce n'est pas la Nova 01. La Nova 01, elle. Il y a un léger excès de poids, mais il est quand même présent. Et si on coupe tous les moteurs, elle commence à couler lentement. L'aérolait, lui, a un excès de poids beaucoup plus important, il n'a pas du tout l'intention de couler lentement. Il se rapproche du sol de façon assez active, disons-le comme ça. Et si on prend la Nova 01, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer, et pour ceux qui savent déjà, ce sera une répétition. Il n'y a que 2 hélices qui sont montées sur une seule poutre pivotante et tournent de façon synchronisée. Et pour décoller avec la Nova 01, par exemple, on orientait les hélices pour qu'elles produisent de la poussée vers le haut, mais sous un certain angle. C'est la direction la plus avantageuse pour le décollage. On pouvait alors donner un peu de gaz, disons, puis le couper. Et elle, hop, faisait un petit bond et s'envolait lentement comme ça. Et avec ce genre d'impulsion de poussée, en gros, on pouvait maintenir la Nova 01 en l'air. Voilà. Avec l'aéronef, cette méthode ne fonctionne pas.
Il se comporte pratiquement comme un quadricoptère. Toutes les hélices, par exemple, sont orientées à la verticale, on applique une poussée verticale et il décolle à la verticale. Et si quelque chose tourne mal, eh bien, naturellement, il va tomber assez rapidement, on a envie de dire, mais non, il va plutôt couler. Et tous sont, comment dire, tous les avantages, disons, de sa forme aérodynamique, il ne se manifeste vraiment qu'à grande vitesse. C'est quand commencent les mouvements propulsifs, c'est-à-dire quand il commence à avancer, que sa structure commence à fonctionner, à offrir de l'aérodynamisme et qu'une portance supplémentaire apparaît. Et à cause de cela, c'était vraiment effrayant de le faire décoller au début, de le stabiliser, etc. Mais ensuite, il y a eu énormément de détails différents, même à partir du fait que, par exemple, si sur le Nova 01 il y a 2 hélices sur une même poutre pivotante, sur l'aéronef il y a déjà 4 hélices selon le schéma du quadricoptère, et chaque moteur est libre et peut pivoter indépendamment des autres. Mais bien sûr, cela dépend des algorithmes que nous programmons à l'intérieur. Et même en commençant par le mécanisme même de rotation de ces moteurs, il y a des réglages très fins à faire. Par exemple, on prend le moteur X, on le fait pivoter de 15 degrés vers l'avant enfin, j'ai montré 90, disons qu'on le tourne de 90 degrés vers l'avant puis on le remet en position d'origine, mais il revient en arrière, mais il y a un léger jeu. Et même ce petit jeu suffisait à rendre l'appareil instable en vol. Et tous ces petits réglages, quand tu tournes les moteurs dans un sens, tu regardes physiquement, tu mesures tout ça, tu entres des coefficients de correction. Par exemple, tu relâches la rotation, le moteur revient et tu le fais encore pivoter un peu selon le coefficient de correction. Et ainsi dans toutes les directions et toutes ces choses-là. En plus, les pales fonctionnent différemment, même si c'est marqué plus ou moins qu'elles sont identiques, mais ce n'est pas du tout le cas. En gros, une fois qu'on a tout calibré, la vidéo que vous avez vue montre qu'il maintient déjà l'altitude de façon stable, il tourne magnifiquement sur place, c'est un virage sur place comme un char, mais ici c'est un virage d'aéronef, oui, parce qu'il vole quand même, ce n'est pas un char qui roule. Voilà, la Nova 01 n'en était pas capable. La Nova 01 a un dispositif de gouverne à l'arrière, il se trouve dans la queue, elle peut stationner en vol, mais pas de façon aussi active ni aussi contrôlée que l'aéronef. L'aéronef, lui, peut voler et pratiquement, tourner sur place. Avec la Nova 01, on n'a jamais réussi à faire ça. En plus, l'aéronef maintient très bien son altitude. Sur la Nova 01, c'est difficile à faire parce que le point d'application, cette force verticale, se trouve au milieu et s'il commence à y avoir un peu de roulis du fuselage, que ce soit à cause du vent ou d'autre chose, c'est impossible. Il y a un axe autour duquel il oscille, etc. Tandis qu'ici, justement parce que tout est réparti, il y a un avantage. Évidemment, c'était effrayant. Est-ce qu'on aura cette possibilité sur la prochaine version de la Nova 01 si on a 4 hélices sur les nouveaux modèles? Oui, bien sûr. La Nova 01, je rappelle, c'est quand même une copie du dirigeable Nova 2. Et, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas un petit dirigeable optimal. Et l'aérolet n'est pas non plus un dirigeable optimal pour l'instant. L'aérolet, c'est en fait le tout premier projet de Dmitri Sergueïevitch Kmel et, pour être honnête, il avance pas mal, mais avec des problèmes. Il y a énormément de choses nouvelles, énormément de choses difficiles, énormément de choses auxquelles nous n'avions pas pensé sur le moment et auxquelles Dmitri Sergueïevitch n'avait pas pensé lors de son développement. Mais cette année, nous allons créer un modèle optimal. Tant un petit dirigeable classique optimal qu'un dirigeable hybride optimal. Et bien sûr, le grand, la Nova 2. Donc cette année, nous devons faire voler au moins 3 appareils, voire plus, parce qu'il y a encore. Ah, bon, peut-être pas cette année, ou peut-être que si. Il y a aussi des commandes venant de Dubaï. On en parlera plus tard. Oui, très probablement, le dirigeable de forme classique optimale ne sera pas à 2 hélices, mais à 4, voire même à 6 hélices. Ce genre de concept est aussi envisagé? Oui, bien sûr. En fait, les grands dirigeables, vraiment grands, comme le Nova 2, ont 2 hélices parce que c'est le minimum possible pour un grand, un dirigeable sérieux. Et à mesure que son volume augmente, sa puissance énergétique augmente aussi, et c'est la puissance minimale, donc on ne peut pas vraiment faire beaucoup plus. Mais sur les grands dirigeables, il y a beaucoup d'hélices et de moteurs sur les côtés,
et plus il y en a, mieux c'est, plus c'est maniable, etc. Et sur un petit dirigeable aussi, il devrait y en avoir 4, 6, 8, pas de problème. Oui, la question est la même, ils sont différents, certains sont libres de tourner, indépendants ou dépendants. Ce sont tous des détails. Mais oui, ce sera classique. Avec la même capacité de manœuvre. D'ailleurs, sur l'aérostat, ce qui était remarquable, c'est que, sans la neige sur l'aérodrome, il aurait probablement pu faire demi-tour tout seul, presque à l'intérieur du hangar, et sortir. Non mais attends, il faisait déjà demi-tour tout seul dans le hangar et sortait tout seul, oui. Bon, on a un peu sécurisé, quand même. Oui, là où il y avait de la neige, on l'a un peu poussé. Oui, et là-bas, le moteur est tellement puissant qu'on a failli le casser au moment du décollage, mais tout s'est bien passé, on l'a reposé au sol. Et Dima Orlov, qui est à la fois notre développeur du système de contrôle et notre opérateur, a décidé, enfin, de faire un virage vraiment stylé. En gros, quand il tourne un peu les hélices, il met un peu de poussée et l'aéronef commence à pivoter sur place, que ce soit au sol ou en l'air, ça ne change rien, sauf qu'en l'air il compense encore la perte de poussée verticale en rajoutant un peu, mais bon, ce n'est pas le plus important. On tournait prudemment, mais là, au sol, il a décidé de faire un virage brusque et l'aéronef, je ne sais pas, a tourné d'environ 45 degrés en une fraction de seconde et c'est quand même un gros engin, 20 mètres de long, presque 5 mètres de large, et vous imaginez, il pivote de 45 degrés autour de son axe en une seconde, voilà. Il a fait un bond, le châssis a à peine tenu le coup, si ça avait été une structure rigide, elle se serait cassée, mais comme les moteurs, justement, dans cette direction, s'appuient sur l'enveloppe, ici, de haut en bas, c'est le châssis qui tient, mais dans cette direction, il s'appuie sur l'enveloppe. L'enveloppe a un peu amorti, et le châssis n'a pas été détruit, mais franchement, ça nous a bien fait peur. Voilà, il peut se déplacer tout seul sur la piste, entrer et sortir des hangars de façon autonome, mais il y a un « mais », il est un peu trop petit pour ce genre de manœuvre. Par temps calme, pas de problème, mais s'il y a la moindre agitation, un peu de vent, au moment où il sort du hangar, il y a toutes sortes de flux turbulents, imprévisibles, qui peuvent commencer à l'affecter. Il faut donc l'alourdir. C'est pour ça qu'on a développé ce robot chariot pour l'entrée et la sortie du hangar, pour le Nova 01. On avait prévu de la faire avant le nouvel an, mais on a dépensé beaucoup d'énergie pour Dubaï, donc tout a été reporté. Maintenant, tout est déjà conçu, acheté, et l'assemblage va bientôt commencer. Il doit vraiment y avoir un robot chariot qui va sortir le Nova 01. En fait, il pourra accompagner l'aéroplane, l'aider, le sortir, mais très probablement, tout fonctionnera ensemble, il y aura beaucoup de facteurs différents. En gros, il va vraiment l'alourdir considérablement. L'idée, c'est que, comme accompagnateur, on sortait l'aéroplane simplement parce qu'on pèse quelque chose, et pour éviter qu'une petite rafale de vent ne projette le petit dirigeable contre le hangar, on lui donnait un peu de masse. Ce robot chariot va peser suffisamment, il va le tenir aux bons endroits, et il pourra tranquillement le pousser tout seul, ou bien le chariot pourra le tirer, ça ne fait aucune différence. Elle sera universelle, avec une fixation universelle, et conviendra à n'importe quel dirigeable. Eh bien, pour nos petits modèles, oui, mais encore une fois, c'est un prototype, simplement pour tester les processus. En gros, pour tester le système de contrôle, on donne une commande au système de contrôle pour s'accrocher, il se trouve, s'accroche, les algorithmes fonctionnent, les actionneurs fonctionnent. Bien sûr, les dispositifs mécaniques eux-mêmes seront différents selon la taille future, etc. Donc, les petits dirigeables, oui, on fera les mêmes pour les petits, pour le Nova 2 et cette taille-là, on fera les mêmes, mais entre eux ils seront différents. Les chariots eux-mêmes seront différents, les cadres seront différents, les charges, les cerveaux seront identiques, oui, les algorithmes seront probablement identiques aussi, mais pour le grand, il en faudra peut-être 2 ou peut-être 3, ça, on le comprendra plus tard. Alors, à propos de cet aérolait. Du coup, avec les essais qu'on a déjà réalisés, ce qu'on prévoit de tester prochainement, et la question principale, sans doute, quand prévoyons-nous de passer à l'étape suivante ? Je rappelle que nous sommes dans la région de Moscou, en fait à Moscou, nous volons dans la région de Moscou, et si vous suivez la météo, vous voyez qu'on a été pas mal enseveli sous la neige. Voilà, et l'aérodrome aussi a été recouvert, et en général il neige beaucoup en ce moment.
On a déjà volé sous de fortes chutes de neige, bien sûr, mais là il y avait à la fois de la neige et un calme plat, on a eu de la chance. Donc, dès que les conditions météorologiques le permettront, nous continuerons à voler. Qu'est-ce qu'on a eu le temps de travailler ? Nous décollons et atterrissons sans problème, nous nous déplaçons sur le terrain de l'aérodrome, mais nous ne sommes pas encore passés au vol horizontal rapide. C'est-à-dire que, pour l'instant, nous avons volé en mode quadricoptère, en quelque sorte, sans activer la dynamique du fuselage. La dynamique du fuselage s'activera à partir d'environ 40 km à l'heure, quand le dirigeable volera vers l'avant et que le fuselage commencera à fonctionner. Voilà, nous n'en sommes pas encore arrivés là. Il y a plusieurs raisons à cela, qui relèvent de la sécurité, bien sûr, et du programme des essais en vol. Nous avons donc franchi toutes ces étapes, il ne reste plus qu'à passer à ce vol horizontal, le vrai, et dès qu'il fera beau et que l'aérodrome sera dégagé. Vous allez me demander, comment ça, il ne le dégage pas ? Eh bien non, il ne le dégage pas. On en arrive là. Après le Nouvel An, ils ont déneigé, mais avant le Nouvel An. En fait, ce n'est qu'après les fêtes de fin d'année qu'ils ont commencé à dégager la piste, parce que ce n'est ni, c'est juste un petit aérodrome privé. Et tout le monde était en vacances, etc., etc. Et en général, s'il n'y a pas de demande pour effectuer des vols, et qu'il y a aussi un centre de formation là-bas, mais s'il n'y a pas de cours dans le centre de formation, alors personne ne dégage rien. Là, ils ont déneigé pour nous. Quand on est arrivé, ils avaient dégagé devant notre hangar. Oui, à notre demande. Bien sûr, oui. Et pour y accéder, évidemment. En plus, notre hangar se trouve tout au bout, comme si, je ne sais pas, c'était fait exprès ou pas, mais pour une raison quelconque, il n'allait jamais jusque-là. Donc, on a dû y aller et demander qu'un tracteur vienne spécialement jusqu'à notre hangar pour déneiger. Parce que la surface est immense, il n'y a qu'un seul tracteur, et c'est du travail, et ça consomme du carburant, le tracteur, quand il déneige, alors que les portes du terrain d'aviation restaient tout le temps ouvertes. J'ai demandé pourquoi. Vous ne cessez pourtant de dire qu'elles doivent rester fermées, mais ils en avaient marre d'ouvrir et de fermer les portes à chaque fois que le tracteur passait, surtout qu'il y a une station-service, Gazprom, juste à côté de l'aérodrome. Le tracteur ne fait que des allers-retours pour faire le plein. Bref, tout ça coûte de l'argent, c'est évident. Enfin, on continuera à voler dès que la météo le permettra. Nous prévoyons de voler à la fois sur la Nova 01 et sur l'aérolais. Pour l'aérolais, il s'agit de poursuivre les essais en vol, de passer à un véritable vol horizontal tout en collectant des données sur l'aérodynamique de la cellule. Quant à la Nova 01, il s'agit de poursuivre le travail de dématérialisation complète, d'assurer l'interaction de notre logiciel externe avec le logiciel interne, celui qui se trouve dans les contrôleurs de vol et les ordinateurs. Donc, la Nova 01 passe à cette étape. L'aérolais reste à celle où il se trouve actuellement. D'ailleurs, il y a aussi eu des changements colossaux au niveau du logiciel. Avant, la carte était vue du dessus, en gros, comme on a l'habitude avec Google Maps ou n'importe quelle autre carte, elle était plate. On la voyait du dessus et quelque chose se déplaçait sur cette carte plate avec en plus l'altitude indiquée en chiffres. Si jamais quelqu'un en avait besoin quelque part, nous, en tout cas, on en avait besoin et on la voyait sous forme de chiffres. En gros, maintenant, je ne me souviens plus qui exactement, il faudrait redemander à Milad, mais on a une carte en volume. Notre logiciel, aujourd'hui, quand tu l'ouvres, tu vois une carte en 3D et tu vois en volume où se trouve chaque dirigeable et comment il se déplace dans l'espace. Ce n'est plus de la 2D, mais de la 3D. Oui, et c'est devenu très pratique, aussi bien pour les opérateurs que pour la compréhension et la visualisation, et ça s'est fait pendant les vacances du Nouvel An. En gros, les gars ont bossé sur ce logiciel pendant toute une année, et c'est justement pendant les vacances du Nouvel An qu'ils l'ont transféré sur une carte en volume. Oui, donc voilà, parce que personne ne s'est reposé, ça aussi je l'ai appris, on arrive au bureau, Milad me dit « Fedor, viens, je vais te montrer un truc. » Regarde, regarde, regarde. Il s'est vanté. Oui, regarde ce qu'on a fait, et moi, je dis « Bon, c'est cool. » Voilà, et maintenant il faut tout relier, continuer les essais sur Nova 01. Donc, essai en vol, on attend la météo. Puisqu'on ne fait pas d'essai en vol pour l'instant, de quoi on s'occupe au bureau en ce moment ? Subsonan ? Oui. En fait, la priorité de l'entreprise, c'est évidemment Nova 2.
Et tout le monde a toujours travaillé dessus, simplement l'aérolait, Nova 01, c'est ce qui vole, ce qu'on peut montrer, dont on peut parler, discuter, casser par exemple, puis réparer Nova 01, etc. Là, c'est concret, ici ce n'est pas encore tangible. Mais en réalité, tout le monde travaille sur Nova 2, l'équipe principale et tous les processus principaux sont là-bas. Et qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, certaines parties sont déjà palpables. Eh bien oui, vous avez vu l'image des gouvernes, le fait qu'on a travaillé sur les gouvernes de l'empennage. Le processus technologique. On reçoit déjà des photos montrant que les gouvernes sont peintes et déjà rivetées. Nous ne les avons pas encore publiées parce que, pour pouvoir les peindre, il a fallu construire une cabine de peinture. Et même si on dit « cabine », c'est en réalité une pièce à part entière. En gros, elle a été terminée avant les vacances du Nouvel An et juste après, il restait quelques petites choses à finir. Maintenant, il y a une cabine de peinture, toutes les pièces en aluminium, bien sûr, sont peintes selon des procédés techniques spéciaux. Tout est conforme à toutes les normes, etc. Aucune improvisation. Après tout, c'est du matériel aéronautique, c'est du sérieux. Et à l'avenir, il faudra certifier tout ça. C'est pour ça que tout ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais ça avance. Je pourrais peut-être vous envoyer une photo des gouvernes peintes. Vous verrez ça aujourd'hui. En gros, on fabrique les pièces métalliques. Les procédés techniques sont en cours d'acquisition. Au début, on ne faisait que plier certains angles, puis d'autres, puis des troisièmes, ensuite des surfaces complexes. Une fois qu'on a maîtrisé tout ça, on a commencé à faire des assemblages. Lors de l'assemblage, on a compris que ça s'assemblait bien. Par exemple, un ensemble de 10 pièces. Il y a des tolérances sur chaque pièce, évidemment. Et quand tu les assembles, il faut vérifier la tolérance globale. Sur la première gouverne, on a assemblé, vérifié, et tout correspondait. Parfait, excellent. Ça veut dire qu'on peut continuer à fabriquer de grandes pièces, comme, par exemple, toute la nacelle. Même si on a déjà embouti des pièces du piéçon, etc. Parce que là, la tolérance totale ne s'accumule pas à cause du nombre de pièces. Ensuite, tout ça est resté en pause, évidemment. On a vérifié sur la gouverne, tout va bien sur la gouverne. Donc, ces éléments en aluminium, qui sont faits à partir de pièces pliées, disons, et rivetées. Tout avance. Tout est parfait. Bientôt, on verra vraiment comment la nacelle du dirigeable commencera à prendre forme. On y enverra nous-mêmes, Jenna et Vladimir, l'opérateur. On va tout numériser. Après le Nouvel An, nous sommes aussi allés voir nos futurs sous-traitants, les fabricants de produits composites, sur leur site de production. Si auparavant, c'était, pour ainsi dire, moi qui allais sur place, cette fois-ci, c'est toute une grande équipe de concepteurs qui s'est déplacée, Vadim Vassilievitch, Vitali, Dmitri Sergeyevitch, Maxime et Dima. Bref, on y est allé en groupe. En gros, on a discuté de la production. Voici les produits composites que nous avons. Ce ne sont pas tous, mais ce sont les principaux. Il s'agit des hélices du propulseur d'étrave du dirigeable Nova 2. Là, il s'agit d'une hélice à 2 pales. Il y a aussi le mécanisme de basculement qui permet de changer la poussée dans un sens ou dans l'autre pour que la queue puisse pivoter. Ces hélices elles-mêmes sont en composite. Le développement est entièrement de notre fait, aussi bien l'hélice elle-même, son profil, que ce dispositif de basculement. Les dispositifs de changement de vecteur. Et la structure composite elle-même a été entièrement conçue par nous, quels matériaux utiliser, comment les disposer, etc. Mais le processus technologique de fabrication, ainsi que la fabrication elle-même, nous les confions à une entreprise partenaire avec laquelle nous avons passé un accord. Donc, cette hélice, elle est à 2 pales. Il faut fabriquer 2 de ces pales pour un dirigeable. Autrement dit, nous allons fabriquer un jeu de 6 pales. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut fabriquer, selon ce mécanisme-là, Maxime s'est déplacé pour en discuter. Deuxièmement, il y a la lame de suspension du dirigeable Nova 2, il y a la nacelle, et sous la nacelle se trouve le train d'atterrissage avant, qui est monté sur une suspension à lame. Il y a 2 roues à l'avant, et cette lame de suspension est aussi en composite, mais en fait, c'est Dima qui en est le concepteur, il s'est aussi déplacé,
ils ont discuté des subtilités et des détails, et après cette discussion, nous avons modifié certaines choses, eux aussi ont compris des points pour leur propre processus technologique, etc. Donc, la ressource est en composite. Ensuite, il y a les propulseurs à hélice annulaire, l'anneau lui-même, l'hélice et la poutre sur laquelle tout cela est fixé, plus quelques petits éléments. Tout cela sera en composite, ainsi que le capot arrière qui recouvrira entièrement le compartiment moteur, il sera aussi en composite. Et la partie inférieure de la nacelle à l'avant, là il y a le vitrage, c'est une courbure simple, donc ça se fait bien. Mais la partie inférieure de la transition entre le fond de la nacelle et le vitrage, là il y a une double courbure, donc évidemment, c'est une pièce en composite, et ce petit tablier sera fabriqué aussi. Voilà. Le processus est lancé, tout est en route, nous verrons bientôt les hélices, les petits propulseurs d'appoint, tout commence par ça. De notre côté, le banc d'essai est en préparation et il est pratiquement terminé. Le banc d'essai est terminé, il a aussi connu plusieurs itérations et il servira spécifiquement à tester la ligne 48 volts. Justement, 48 volts, c'est l'une des choses qu'ils vont alimenter et parmi elles, il y a le propulseur d'appoint arrière. Le générateur 48 volts, lui, sera monté en accessoire sur ce moteur, sur notre moteur principal, le belge. Le moteur sera placé dans la nacelle, tandis que le propulseur d'appoint arrière sera situé à l'arrière. Pour l'instant, le schéma est le suivant. Le générateur et la batterie sont placés côte à côte et un câble SIP spécifique relie la batterie à l'arrière. C'est justement ce câble qui fait débat. La jeune génération s'y oppose, alors que les anciens affirment que tout fonctionnera avec. Bref, le banc d'essai 48 volts servira à tester cette ligne, notamment la chute de tension sur cette grande distance. Est-ce suffisant ou non, plus précisément, la tension au niveau du générateur pour que tout fonctionne correctement? En somme, ce banc d'essai est en cours d'assemblage, il y aura le générateur qui tournera à la vitesse requise, tous ses longs câbles et le moteur. Au début, à la place du moteur, à la place du consommateur, on installera des résistances électriques de la puissance nécessaire. Elles seront commutées de différentes manières. Ensuite, ces résistances seront remplacées par le moteur avec ses hélices. Ces hélices sont en composite et les propulseurs d'appoint seront fabriqués en premier. Les voici, ainsi que la suspension à lame. La suspension prendra un peu plus de temps, les hélices arriveront un peu plus vite. Le mécanisme d'orientation des pales est également en cours de fabrication, il sera bientôt prêt. Nous allons donc assembler tout le module arrière, la partie de la poupe. Et justement, nous connecterons tout cela au banc d'essai 48 volts et nous testerons aussi l'hélice, entre autres. Voilà, les travaux pour la création de ce banc d'essai sont en cours. Les générateurs ont déjà été achetés l'année dernière. Ce sont des générateurs opérationnels qui seront installés sur le dirigeable. Nous les avons achetés l'an dernier. Là-bas, il y a, en fait, des générateurs chinois et des générateurs américains. Leur puissance de sortie est la même, mais leurs caractéristiques spécifiques diffèrent. Les Chinois sont plus lourds. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le générateur américain dispose d'un module de gestion spécial qui permet d'extraire le rendement maximal, pour ainsi dire, du générateur. Le Chinois n'a rien de tel. Il fonctionne en direct. Enfin, on va en profiter pour les tester tous les deux. Mais les Chinois coûtent 10 fois moins cher. On testera donc les deux en même temps pour voir comment ils se comportent dans différents modes, dans les régimes thermiques, comment ils vont se stabiliser. Et aussi pour la tension de sortie. Parce que chez nous, généralement, quand il s'agit de discuter des composants, des achats, c'est toujours « allez, on achète du chinois ». Et voilà, mais bon, ce sont des volts chinois ou des ampères chinois. Comme d'habitude, quoi, des tours minutes chinois, etc. Bref, on va tester. C'est comme ça que ça avance dans ce domaine. Voilà pour Nova 2. Non, ce n'est qu'une petite partie qui concerne Nova 2. Si je commence à tout me rappeler maintenant, tout s'enchaîne comme ça, l'un après l'autre. Tu as demandé ce qu'on fait ici au bureau? On fait plein de choses intéressantes. Nous en sommes venus à élaborer la documentation technique et à fabriquer des faisceaux électriques, des câbles, des dispositifs de distribution, des boîtiers et tout ce genre de choses. Nous avons déjà élaboré, en fait, tout le schéma structurel et porteur de la nacelle. Là, je ne sais pas,
95% sont probablement déjà prêts. Et on commence déjà à tout installer. Bien sûr, il y a déjà un moteur installé dans cette nacelle, les cloisons coupe-feu sont en place, le système de carburant, le ballast, qui fait aussi office de caisson, le réservoir de ballast est apparu dans le moteur. Toute la structure porteuse du compartiment moteur, la façon dont ce moteur est fixé sur son propre châssis, comment le châssis est relié à la nacelle. Tout l'équipement annexe. Il y a déjà des réducteurs sur le moteur, cette transmission pivotante, l'hélice, les propulseurs annulaires. Et là, on commence, pour ainsi dire, à installer tous les autres instruments, le système de commande et tout le reste, sur ce schéma structurel et porteur, et en même temps, comme nous déterminons déjà les emplacements, il y a déjà tout un tas de schémas électriques, aussi bien de commandes que de puissance, et tout cela ensemble. Et comme tout cela existe, que la géométrie de la nacelle est définie, on peut déjà commencer à concevoir tout le câblage. Enfin, en gros, il est déjà prévu sur les schémas. Par exemple, tel câble va d'ici à là, de telle section, composé de tels matériaux. Mais il faut encore le placer sur le modèle 3D, préciser sa longueur, comprendre où il sera fixé. Bref, avec les faisceaux de câbles, c'est aussi toute une histoire à part entière. Et tout cela doit encore être conforme aux normes et règles de l'aviation. Bref, ce n'est pas si simple. Ces travaux-là n'ont commencé que cette année. Avant, il n'y avait que les schémas. Et maintenant, ça commence, par exemple, avec Artium au laboratoire. On appelle tous ça le laboratoire, mais en réalité, c'est le département d'instrumentation, en gros. Et des technologies d'avenir, c'est comme ça qu'on l'appelle. On va bientôt sortir une vidéo. Une vidéo géniale. Oui, effectivement, au cours de l'an dernier, Thioma a assemblé un système complexe d'installation à vide pour toute une gamme de dispositifs destinés à la stratosphère, Pour leurs essais, pour simuler la stratosphère. En gros, voilà. Pour une simulation très précise de la stratosphère jusqu'à la précision du mètre en altitude. Mais les mètres, c'est extrême. Genre 100 mètres, 50 mètres. Peut-être, oui. Même si, selon l'altitude, la composition change, la pression change aussi. Et de bonnes chambres de simulation, c'est vraiment compliqué et très cher. Heureusement, Artium avait pratiquement tout son propre matériel. Oui, parce que c'est déjà un homme de science. En fait, il y aurait énormément de choses à raconter sur lui. On le fera un jour. Il promet de commencer à tenir cette branche de contenu séparément. Mais avec les déménagements, tout ça. Là-bas, il installait tout, équipait, puis il faut tout démonter ici, tout réinstaller ailleurs. Bref, c'était vraiment, comme on dit, un coup dur au cœur. Voilà. Une vidéo va sortir. En gros, on aurait pu assembler rapidement cette installation. Mais on y a testé tout ce qu'il fallait tester. Et Théma a dit « Je veux la monter en vidéo parce que c'est un moment historique. » Et on a créé une vidéo très minutieuse de son assemblage. Voilà. Elle sortira bientôt. Alors, ce que je voulais dire, c'est justement sur quels travaux nous sommes en train de travailler. Nous avons conçu une section pour la production. Voilà, c'est justement l'instrumentation. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que, par exemple, le dirigeable, c'est un appareil unique en son genre. Et il possède son propre système de contrôle. Nous avons entièrement développé nos propres contrôleurs de vol. Nous avons développé des microcontrôleurs qui sont gérés par le contrôleur de vol. Eux, à leur tour, contrôlent l'actionneur. Et nous devons fabriquer nos propres microcircuits, nos propres cartes, nos propres instruments. Et donc, une liste d'équipements minimaux a été établie afin que nous puissions fabriquer ici, en toute tranquillité, nos propres instruments, dispositifs, etc. Schéma, cartes et tout le reste. Et maintenant, l'achat de tout cela a commencé. Il y aura aussi des vidéos géniales que nous publierons plus tard. Voilà, nos propres convertisseurs, bien sûr, élévateurs, abaisseurs, des convertisseurs DC-DC. Tout ce qui existe sur le marché ne correspond pas à la qualité annoncée. Tout ce que nous avons racheté, tout ce qui est installé dans l'aérolait et dans la Nova 01. Par exemple, la batterie principale là-bas fait 72 volts. Mais les dispositifs actionneurs sont différents.
Certains ont besoin de 12 volts, d'autres de 24. On ne va pas acheter une batterie pour chacun. Évidemment, il y a des abaisseurs partout. Et tous les abaisseurs du marché, ils ont tous grillé. Peu importe à quel point ils étaient censés être performants, on les a tous bidouillés. On les modifiait, on dessoudait des composants, on en soudait d'autres à nous, etc. Et bien sûr, on pouvait faire ça sur des petits modèles, mais sur les gros, comme la Nova 2 et les suivants, tous ces dispositifs doivent être conçus par nous-mêmes. Mais pour garantir la qualité, la fiabilité et tout le reste, il faut que ce soit bien fait. On peut concevoir tout ça, c'est déjà fait d'ailleurs. Maintenant, il faut produire tout ça en petites séries expérimentales. Et donc, on a aménagé un petit espace dans le cadre du laboratoire. On va lancer tout ça très bientôt, on vous montrera, on vous expliquera. Tout sera aussi soigné. Beaucoup de choses sont en cours, mais certaines ne le sont pas. Tout cela concerne encore cette histoire d'enveloppe, de production d'enveloppe, bref, de ces espaces. Et à cause du financement, on ne peut toujours pas se permettre de prendre un grand espace propre comme ça. On cherche plus loin, moins cher, plus sale. Là-bas, franchement, c'est l'horreur. Je ne sais même pas comment expliquer tout ça. C'est triste, c'est vexant, c'est frustrant. Mais il semble qu'on ait trouvé des options. Il y a de l'espoir qu'en février, on s'installera sur un certain espace et qu'on commencera la production de l'enveloppe. Nous avons déjà la base nécessaire pour cela. Les machines sont en place, elles attendent, les processus techniques sont en cours de rédaction, les découpes sont prêtes, les gens sont là, oui, bon, c'est vrai que pour les espaces, évidemment. Mais bon, cette année, il n'y a eu que 2 semaines de travail apparemment, donc c'est bien qu'on ait trouvé des locaux. On a vraiment envie de commencer la fabrication de l'enveloppe. Le matériau est là, les machines sont prêtes, les découpes sont faites, tout est prêt. Imaginez, on aurait déjà fabriqué l'enveloppe Nova 2. Et alors, on aurait déjà commencé à fabriquer plus activement le renfort donné pour l'empennage, sinon. La discussion serait complètement différente. Le système VGS est déjà pratiquement entièrement prêt pour cette enveloppe. Ce sont les ventilateurs, les vannes, différentes configurations ont déjà été testées. Les vannes mécaniques sont déjà prêtes. Maintenant, on fabrique les électromécaniques, c'est pour le mode sans pilote. Tout cela est contrôlable. Le mode sans pilote peut fonctionner avec des vannes mécaniques, la seule chose, c'est qu'il est impossible de les ouvrir de façon forcée. Sur le dirigeable Nova 2, l'ouverture forcée est prévue pour que le pilote puisse le faire. Mais sur la version sans pilote, évidemment, il n'y a pas de pilote dans la nacelle pour ouvrir les vannes. Elles sont là, mais il peut voir leur fonctionnement, voir comment les dispositifs marchent. C'est comme ça que les pilotes qui ont déjà volé sur des dirigeables en Russie ont l'habitude. C'est aussi ce que prévoient certaines normes, etc. Et là-bas, tout s'ouvre par des câbles. Mais sur la version sans pilote, évidemment, personne ne va tirer sur un câble, donc cette vanne doit être électromécanique. Elle doit fonctionner, c'est évident, si la pression augmente, elle s'ouvre mécaniquement toute seule, puis se referme toute seule. C'est simple, fiable, économique, etc. Mais, par exemple, s'il y a une situation d'urgence où il faut ouvrir ces vannes de façon forcée et relâcher la pression, alors le pilote voit tout cela et les ouvre lui-même. Mais pour le drone, il doit y avoir un dispositif d'exécution qui ouvrira tout ça. Ces vannes sont déjà conçues chez nous. Nous les fabriquons aussi ici, au bureau. Pour l'instant, les imprimantes 3D suffisent largement pour ça. Tout est conforme, que ce soit en termes de poids, ou pour tout le reste. Bien sûr, une fois que la géométrie de la vanne et des ventilateurs sera finalisée, on pourra les envoyer sur une presse à injection thermoplastique et en produire en série. Mais pour l'instant, cela nous suffit. La coque. Oui. J'espère que nous allons bientôt commencer sa fabrication. Mais, encore une fois, je rappelle que nous avons déjà acheté le matériau, aussi bien pour la Nova 2 que pour la version de combat Nova 01, pour ainsi dire. Voilà. Et au début, nous allons simplement la fabriquer pour régler les équipements, puis nous testerons une coque, notamment pour vérifier l'étanchéité des soudures, etc., mais pas sur une grande quantité, car cela coûte cher. Mais pourquoi la propreté est-elle si importante dans l'atelier ? Il semble propre, tout paraît en ordre. Et tu commences à souder cette coque, tu fais les soudures, et apparemment les soudures tiennent bien. Mais alors l'hélium s'échappe.
c'est la poussière, il y avait de la poussière s'est déposée, et l'hélium, comme le dit un des maîtres de la construction de dirigeables, si tu ne crois pas à la superfluidité de l'hélium. Quand on commence à discuter de la propreté de l'atelier, voilà. Mais il s'échappe vraiment. Et là, peut-être que sur une petite portion, sur 1 mètre de cette soudure, tu ne t'en rends pas vraiment compte. Mais quand il y a énormément de soudure sur toute la coque, là, ça devient perceptible. Et l'hélium, ce n'est pas donné. Si sur Nova 0,1 ça passe encore, sur Nova 2, c'est déjà un volume important, une surface conséquente, et il est évidemment hors de question de permettre de telles erreurs. Nous espérons régler bientôt cette question et passer au coq. Les moteurs sont en route vers nous. Pour Nova 2, dès que les 2 moteurs arriveront, le banc d'essai est déjà en préparation pour eux. D'abord, on fait tourner les moteurs eux-mêmes, puis on commence à installer l'équipement dessus, ensuite on commence à les connecter à la ligne 48 volts, parce qu'au début, sur le banc, c'est un moteur asynchrone qui fait tourner le générateur, puis, bien sûr, on transfère les générateurs sur le moteur, et petit à petit, tout ça avance jusqu'au moment où on laisse déjà le VKD ici, et là, on a un dispositif prêt à être placé dans la nacelle. Bien sûr, tout cela après les essais au sol, évidemment. Il y avait des questions dans le chat concernant Dubaï. On disait qu'il y avait des contacts, qu'un certain travail était en cours, des échanges, des communications, peut-être même certaines. Oui, ça avance, et après le nouvel an, tous les travaux ont également repris et progressent. Eh bien, ce qu'il y a de plus concret, c'est que nous avons déjà envoyé une offre commerciale, elle a été approuvée, et maintenant, avec le client, nous élaborons ensemble le modèle financier de son entreprise pour l'utilisation de ces produits dont il a besoin. Tout semble coller, et nous avons convenu avec lui de finaliser cela d'ici la fin janvier, il y aura une commande. Quel appareil l'intéresse ? Je ne peux pas encore le dire. Qu'ils signent, qu'ils envoient la compte, et je raconterai tout. Il en faut, oui, plusieurs. D'accord, ils sont souples. Commençons par ça. C'est déjà bien. Oui, les dirigeables rigides, là-bas, c'est clair, non, ils sont souples. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus proche. Et ils ne sont pas petits. Je le dis aussi comme ça. C'est à propos de leur prix. En réalité, c'est l'un de ces rares cas où l'on a réussi à recevoir une commande pour quelque chose que nous n'avons pas encore, en fait. Eh bien, au sein de la société Aeronova, il se trouve que nous n'avons pas encore construit de tels appareils jusqu'à présent. Tu viens de donner un indice de plus. Enfin bref, il y a beaucoup de contacts. Je l'ai déjà dit auparavant. Et avec chacun, on travaille précisément sur ce dont il a besoin. On n'a pas d'offre toute faite. Ce n'est pas comme un iPhone prêt à l'emploi, il suffit de venir et de l'acheter. Non. Chacun a ses propres tâches, ses particularités d'utilisation, ses spécificités de zone d'application, ses exigences pour différents, en gros, charges, etc., etc. Et, en gros, tu crées l'image de cet appareil avec le client. Et tu ne crées pas cette image juste comme un artiste qui va la dessiner, il faut aussi la calculer. Tout doit être justifié, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout cela ne se fait pas rapidement, il y en a plusieurs, et nous sommes peu nombreux. En gros, on nous pose la question, je réponds, nous travaillons. Et nous travaillons aussi efficacement que possible, dans la mesure du possible. Pour satisfaire toutes les demandes, nous sommes constamment en contact avec des clients étrangers, même à travers des interprètes, nous discutons, nous clarifions, que ce soit pour les dirigeables stratosphériques ou les sondes stratosphériques. Le travail est en cours. Lesquels rapporteront de l'argent et quand, on verra. Voilà, je vous ai déjà raconté le plus court. Jusqu'à fin janvier, il ne reste qu'un jour ou deux, nous devons finaliser ce modèle et en février déjà, très probablement, une décision sera prise. Ce serait génial, bien sûr. Je serai heureux. Je pense que tu ne seras pas le seul. Avons-nous des événements prévus prochainement, peut-être des déplacements ou quelque chose ? Oui, il y a des événements et des déplacements. Beaucoup de choses sont prévues. Si on parle des événements, juste pour changer de sujet, en ce moment ont lieu dans notre pays les lectures royales. Ceux qui savent de quoi il s'agit comprendront. Oui, alors voilà, Dmitri, nous, à Aeronova,
avons reçu une lettre officielle, une invitation à participer aux lectures royales. Et donc Dmitri Sergueïevitch Kmel va faire une présentation sur différentes structures gonflables qui pourraient être utilisées dans l'espace, par exemple pour l'exploration de la Lune, mais aussi pour diverses stations d'orbitales habitées, ainsi que pour l'exploration de Vénus. Vénus a une atmosphère dense, et à certaines altitudes, elle n'atteint pas. Enfin, il y a beaucoup de projets. Si vous ne vous êtes jamais intéressé à ce sujet, renseignez-vous sur le fait qu'il est possible de se trouver dans les couches supérieures de l'atmosphère de Vénus et qu'on peut y rester à bord de dirigeables sur des plateformes allégées aérostatiquement. D'ailleurs, à l'époque soviétique, des sondes de type dirigeable ont déjà exploré Vénus. Enfin, pas vraiment des dirigeables, mais simplement des sondes allégées aérostatiquement. Et Dmitri Sergueïevitch, chez nous, est un scientifique spécialisé précisément dans ce domaine, celui de Vénus. Voilà. Et en ce moment, il y a les lectures royales qui ont lieu. Dmitri Sergueïevitch y fera une présentation. Voilà. Et nous avons organisé notre production de coques en tenant compte du fait que nous pouvons fabriquer toutes sortes de structures de ce type, donc pas seulement pour notre planète. Nous connaissons les programmes à venir et ce qui sera demandé, et nous participerons avec plaisir à tout cela. Et certains travaux sont déjà en cours dans cette direction. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. À propos des événements, c'est simplement l'un des plus proches. Il aura déjà lieu ce samedi. Plus précisément, les lectures royales sont déjà en cours. Dmitri Sergueïevitch y interviendra samedi. Nous irons voir. Peut-être même que nous vous montrerons quelque chose de là-bas. Et dans notre département, peut-on considérer les microturbines comme des technologies d'avenir ? Eh bien, les microturbines, ce sont tout de même des groupes motopropulseurs, le département des groupes motopropulseurs. Alors, côté actualité, en gros, ce qui s'est passé après le Nouvel An. Nos chers collègues chinois nous ont envoyé les rapports sur l'achèvement des essais sur banc de la partie électrique de notre microturbine. Nous leur avions commandé un générateur. C'était pratiquement un développement sur mesure, c'est-à-dire qu'ils développaient un générateur électrique pour leur propre turbine, mais chez nous, les fréquences, les puissances, etc. sont un peu différentes. Ils l'ont donc adapté pour nous. En gros, ils l'ont modifié en collaboration avec nous, nous les avons aidés à faire les calculs. Ils l'ont effectivement fabriqué et viennent de terminer les essais sur banc. Il fonctionne en deux modes, il fonctionne en mode démarreur et il fonctionne en mode générateur. Et donc, ils nous ont envoyé des rapports complets, y compris des rapports photos et vidéos, ainsi que le rapport lui-même avec tous les graphiques, les mesures, etc. Et ce rapport est actuellement en cours d'étude par nos spécialistes. Si on regarde rapidement, tout est parfait, exactement comme cela devait être, tout a fonctionné. Donc, maintenant, après que nous ayons accepté ces rapports, ils préparent la documentation technique finale, des instructions détaillées et tout le reste, tout cela avance dans notre direction. Voilà, je nous félicite tous pour cela, nous allons avoir un générateur de 300 kW de puissance électrique. Je vous parlerai un peu plus tard de ses caractéristiques techniques, mais c'est un appareil très compact et léger. Bref, pour ceux qui ne comprennent pas, je peux expliquer un peu. Par exemple, un générateur électrique de 300 kW, on pourrait se dire « Pourquoi l'inventer ? Il suffit d'aller en acheter un. » Oui, on peut aller en acheter un, mais d'abord, c'est assez cher, et ensuite, il pèsera tellement lourd que même tout le dirigeable ne pourra pas le porter parce qu'il fonctionne à basse vitesse. En gros, si tu augmentes la vitesse de rotation, tu peux réduire la taille de ce générateur. Ceux qui comprennent, je ne vous explique pas. Pour ceux qui ne comprennent pas, écoutez bien. Notre générateur fonctionne à 45 000 tours par minute, c'est à cette vitesse que tourne notre turbine, et elle est reliée directement au générateur, sans réducteur ni rien d'autre. Et donc, notre générateur de 300 kW, c'est un appareil assez petit et compact, il est déjà reçu, le générateur électrique, voilà. Concernant la microturbine, plus elle tourne vite, plus elle est compacte, et elle commence à convenir à l'aviation. C'est justement ce type de microturbine que nous avons conçu pour l'aviation afin de fournir de façon stable 300 kW de puissance électrique avec une ressource élevée, une longue période de maintenance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout cela a été fait, en somme, les générateurs sont prêts,
les onduleurs sont prêts, ils vont bientôt partir dans notre direction. Et qu'en est-il de la turbine elle-même? Concevoir une turbine, c'est un effort titanesque, et la fabriquer l'est tout autant. Ceux qui s'y connaissent pourraient en dire beaucoup d'intéressant, du genre « Voilà, chez nous, dans le pays, on n'arrive pas à le faire », et ce, depuis de nombreuses années, voire des décennies, et ainsi de suite. Oui, c'est un fait, c'est un produit complexe, mais nous l'avons conçu, et il y a certains composants critiques pour lesquels nous avons utilisé des éléments soviétiques, anciens, qui fonctionnent à 100%, ce que nous allons fabriquer nous-mêmes. Nous avons sacrifié de nombreuses caractéristiques de la turbine pour qu'elle puisse être produite et soit assurément opérationnelle. Mais cela n'enlève rien au fait que ce sont des produits extrêmement complexes. Nous allons fabriquer certaines pièces nous-mêmes, mais la majorité des composants des premières turbines seront produits dans des entreprises avec lesquelles nous avons déjà travaillé et avec qui nous avons trouvé un accord. Par exemple, la roue du compresseur, c'est Claire qui va la fabriquer. Elle sera en titane, usinée à partir d'un bloc massif. Cette roue de compresseur en titane, d'un diamètre de 300 mm, avec une telle épaisseur, il faut la tailler dans un seul morceau, ce qui n'est pas une mince affaire, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Ensuite, il faudra l'équilibrer pour qu'elle tienne à ses régimes de rotation, et là, ça devient plus intéressant. Pour résumer la situation globale. Concernant la roue froide en titane, nous avons déjà identifié avec précision le prestataire qui va s'en charger. Pour ce qui est de la roue chaude du compresseur, elle sera soit coulée dans un alliage spécifique résistant à la chaleur de type GS6U, soit fabriquée en Inconel, puis soigneusement rectifiée. Là aussi, nous savons déjà parfaitement qui va s'en occuper. Les arbres, qu'il s'agisse de l'arbre du compresseur ou de l'arbre du rotor, il en va exactement de même pour ces éléments, car nous savons qui va les fabriquer. En bref, l'ensemble de toutes ces tâches techniques seront confiées à divers intervenants spécialisés et hautement qualifiés. Ensuite, pour l'échangeur de chaleur, on sait aussi qui va s'en occuper. Pour tous les autres petits éléments, c'est également Claire qui va les fabriquer. Et pour les pièces de Carter, là aussi, on sait qui va s'en charger. En gros, si on fait le calcul, je n'ai pas encore vraiment estimé combien il y aura de sous-traitants, mais en trouver n'a pas été facile. Il y a eu une quantité infinie de refus, parce que là, évidemment, il y a des exigences de précision, d'alliage, et puis, surtout, ce sont des pièces uniques, pas une production en série, alors que la plupart des entreprises qui fabriquent ce genre de pièces sérieuses travaillent en série, et pour elles, reconfigurer la production pour une seule pièce, c'est soit trop cher, soit elles ne veulent tout simplement pas. D'abord, tout le monde est étonné, waouh, tout notre respect, oui, on voit que c'est un travail sérieux qui a été fait, c'est incroyable que quelqu'un fasse ça et avec une telle qualité. Mais nous, on ne peut pas le faire. Il faudrait arrêter toute usine, c'est impossible. Mais on a trouvé tout le monde, tout va bien, maintenant il s'agit de payer, d'attendre, enfin, attendre, façon de parler, on attend activement, on prépare la production d'assemblage pour ça. On a déjà commencé à sélectionner des spécialistes, on en a déjà choisi, il ne reste plus qu'à les embaucher, etc. Les exigences pour l'atelier d'assemblage et de test sont déjà entièrement définies, et ainsi de suite, on commence à élaborer les processus techniques, les méthodologies, etc. Je rappelle, encore une fois, pour ceux qui écoutent et se demandent si c'est un projet de dirigeable ou de microturbine, je rappelle d'où viennent les microturbines et pourquoi. Il n'existe pas de moteur d'aviation pour les dirigeables. Est-ce que quelqu'un en fabrique? Non. En Russie ou en général? Et en Russie, mais aussi en général, en fait, les moteurs d'aviation. Tu sais, c'est comme demander, peut-on utiliser un moteur d'avion quelconque, disons, qui existe sur la planète? On peut répondre, on peut, mais pourquoi faire? Bien sûr qu'on peut, mais est-ce qu'il sera optimal? Non. Est-ce qu'on pourra construire un dirigeable du futur génial dans tous les cas? Les panneaux solaires y seront ajoutés de toute façon. On peut brûler de l'hydrogène, c'est en quelque sorte un carburant vraiment vert, les turbines en sont capables, et justement, les turbines, c'est la meilleure option de toutes. Et on a de la chance d'avoir un immense collectif, avec Andrei Veniaminovitch à sa tête, qui n'a fait que travailler sur ces turbines tout ce temps, et qui nous aide maintenant avec plaisir. Bref, pour les grands dirigeables du futur, il faut absolument des microturbines, dans tous les cas. Si sur la Nova 2 nous utilisons un moteur d'aviation de fabrication belge spécifiquement conçu pour l'hélicoptère,
Sur la Nova 8, il nous est absolument impossible de l'exploiter de la même manière, et nous ne pouvons en utiliser aucun autre modèle non plus pour le moment. Ce serait vraiment parfait si notre propre microturbine était déjà totalement développée, rigoureusement testée et produite en série, avec 2 microturbines prêtes pour être installées sur le dirigeable Nova 8. Alors nous pourrions faire tourner les hélices avec des moteurs électriques performants à bord. Tout l'ensemble du système serait alors absolument superbe, véritablement génial et tout à fait formidable. Mais si à ce moment précis ce n'est pas encore tout à fait prêt, il existe fort heureusement une solution alternative tout à fait viable pour faire voler la Nova 8 sans ces microturbines. Il existe dans l'aviation légère un concept appelé autoconversion. Par exemple, dans les usines automobiles, on prend des moteurs Toyota ou Subaru, etc., on les modifie un peu et on peut, en théorie, les installer sur un avion ou même un dirigeable, c'est possible. Il faudra les adapter légèrement pour qu'ils deviennent pivotants, il faudra modifier le système de lubrification, mais un tel dirigeable peut voler, oui, c'est possible. Peut-on le certifier? Non. Alors, la question que tout le monde se pose est la suivante. Est-ce que le modèle Nova 8 peut réellement voler sans ces microturbines? Pour être tout à fait honnête, il volera certainement, mais il ne sera probablement jamais proposé en tant que produit commercial fini. Il existait apparemment d'autres types de moteurs aéronautiques pivotants par le passé, mais malheureusement ils ne sont plus du tout fabriqués aujourd'hui. Je dois avouer que je ne me souviens plus exactement de leur nom technique, mais je suis certain que ceux qui s'y connaissent vraiment comprendront très bien de quoi je parle. La turbine est passée à la phase de production, sa prochaine modification est déjà en cours de fabrication. Comme je l'ai dit, nous avons intégré dans cette turbine des solutions spécifiques pour qu'elle soit assurément produite, qu'elle fonctionne à coup sûr et qu'elle soit fiable. Mais, par exemple, il y a des paliers à air, ils sont sans huile, etc. Bref, il y a toute une série de solutions que nous prévoyons pour la prochaine turbine où 70% des pièces seront les mêmes, comme le récupérateur, le carter, et ainsi de suite, tandis que 30% seront améliorés. La turbine deviendra alors plus légère, plus compacte, beaucoup plus performante, etc. Mais pour celle-ci, la production prendra un peu plus de temps. Voilà où en sont les choses concernant la turbine, si on fait un point d'actualité. Je vais encore en dire un peu plus à ce sujet, mais je tiens à rappeler qu'une telle microturbine en soi, c'est déjà un produit incroyablement cool, qui peut facilement être commercialisé et pour lequel nous avons déjà des investisseurs distincts qui, d'ailleurs, ont travaillé avec Andrei Veniaminovitch dans une vie antérieure et qui souhaitent, en gros, créer une entreprise séparée pour la production de microturbines. Les investisseurs ont ce désir, mais de notre côté, ce projet n'a pas encore pris forme concrètement. En tout cas, des négociations sont en cours pour qu'ils investissent directement dans la construction d'une usine sur le territoire de notre pays pour la production de microturbines de 300 kW, 400 kW et 50 kW. Oui, c'est un projet très intéressant. Cette microturbine de 50 kW, elle est vraiment toute petite. Ce produit les intéresse en tant que générateur d'énergie, c'est bien ça? 300 et 400 kW, c'est de la production industrielle d'électricité, c'est de l'énergie distribuée, c'est un marché énorme, vraiment incroyablement vaste et prometteur. Ce qui est agréable, c'est que nous sommes capables de le conquérir. Oui, tout cela a été pensé à l'avance. Et les petites turbines sont intéressantes comme prolongateurs d'autonomie pour les voitures électriques. Un prolongateur d'autonomie, c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est quand il s'agit d'une voiture hybride où quelque chose brûle du carburant, mais la traction reste électrique, il y a une batterie, et cette batterie sert en quelque sorte de tampon, elle n'est pas prévue pour tout le trajet, elle se décharge en cours de route. Et c'est ce quelque chose qui la recharge en cours de route. Ce quelque chose peut être un moteur à piston, par exemple, mais un moteur à combustion interne à microturbine aussi, sauf que là, c'est de type turbine. Et ces petites microturbines en céramique de 50 kW, il en faut des millions d'unités, vraiment, et justement, des usines capables d'en produire des milliers par mois intéressent énormément de monde, aussi bien chez nous qu'à l'étranger. Nous en avons besoin, ils sont nécessaires pour l'aviation, pour les dirigeables, c'est vraiment un produit super intéressant. Bref, on en parlera et on vous les montrera séparément. L'année dernière, on gardait tout ça secret, on n'en parlait pas, mais bon. De toute façon,
Je n'aurais pas eu le temps de tout raconter, pour être honnête. Tu as mentionné le voyage. Certains des co-exécutants dans la fabrication de cette turbine sont des entreprises chinoises. Ce sont les mêmes fabricants de générateurs. Ils ont conçu et fabriqué leurs propres générateurs pour leurs turbines, comme je l'ai dit plus tôt, et quand nous leur avons commandé un générateur, juste en tant que générateur, nous ne leur avons pas révélé que c'était pour une turbine. Mais au cours du processus de finalisation, ils en ont parlé à leurs spécialistes des turbines en leur disant qu'ils avaient des partenaires russes dans ce domaine. Nous avons fait connaissance, nous leur avons demandé s'ils pouvaient fabriquer une roue de compresseur. Par exemple, ils ont reçu les modèles 3D, ont confirmé que la fabrication était possible et, en fait, ils se sont intéressés non seulement à la fabrication, mais presque à la création d'une coentreprise en Chine pour la production de ces microturbines, etc. Bref, il est fort probable que j'aille là-bas prochainement, justement pour discuter de la fabrication et de ces coentreprises. Et nous avons reçu, on peut dire, en fait c'est une nouvelle explosive, je ne sais pas pourquoi j'en parle si calmement, je suis nerveux et je ne sais pas si je peux vraiment en parler. Bref, nous avons reçu énormément de propositions du côté chinois concernant la création de coentreprises où nous serions le développeur et l'investisseur et le fabricant sur le territoire chinois. Mais avec des conditions différentes, certains proposent une chose, d'autres autre chose, un troisième groupe encore autre chose. Certains veulent réserver nos turbines pour le marché chinois, par exemple, et nous laisser l'international. Les parts varient aussi. On a essayé de tout regrouper à des dates précises et j'irai négocier avec tout le monde. Nous allons déjà convenir de certains raccords préliminaires assez solides, puis réfléchir à la suite pour ces projets communs. Quant à la fabrication, j'irai sur place, on validera tout ça, je visiterai les usines. Je filmerai peut-être, ou peut-être pas, on verra. Parce que là-bas, l'entreprise est aussi sérieuse. Dans l'aérospatiale, il se peut qu'on me confisque mon téléphone à l'entrée, mais dans ce cas, il faudra me croire sur parole, c'est comme ça. On verra bien. Donc, ce voyage est aussi prévu très prochainement, vraiment dans un futur très proche. Concernant les microturbines, il y a aussi beaucoup de choses à faire, et en réalité, c'est comme ça pour presque chaque partie du dirigeable, on n'a tout simplement pas le temps de tout raconter. On n'a même pas réussi, pendant tout ce temps, à organiser la production d'un contenu vraiment dense et informatif, il se passe tellement de choses chez nous. On n'a tout simplement pas le temps de tout emballer et de le transmettre. Il ne reste plus qu'à vous raconter tout ça lors des webinaires et attendre que, enfin, attendre quoi au juste? Gêne, qu'est-ce qui se passe? Où sont les vidéos? Il se passe énormément de choses et l'une des vidéos les plus intéressantes sortira déjà demain, vendredi, en fin de journée, directement depuis le laboratoire. Donc, soyez vraiment actifs là-bas, la vidéo est de qualité, vraiment géniale. Mais c'était le souhait personnel d'Artem, il voulait immortaliser lui-même, pour ainsi dire, l'assemblage de cet appareil à vide, parce qu'il est vraiment unique. Même à l'échelle de notre pays, on pourrait probablement les compter sur les doigts d'une main, et si tous les doigts se replient, ce serait surprenant. Mais pour les microturbines, il faudra lancer une branche séparée. Nous avons déjà commencé, nous avons écrit un grand article, présenté Andreï Veniminovitch, et peut-être que, dans un avenir proche, nous l'inviterons à faire connaissance. Oui, je propose de faire le prochain podcast avec lui, ça nous permettra de nous préparer et de préparer aussi une présentation sur les microturbines. On voulait aussi inviter Dmitri Sergueyevitch. Commençons d'abord par Andreï Veniminovitch. En gros, on expliquera ce que sont les microturbines en général, qui d'autres en fabriquent dans le monde, où elles sont utilisées. Quels sont leurs marchés, ce que nous avons conçu, quel est son potentiel, quels sont ces marchés, et ce que nous prévoyons de concevoir ensuite. On parlera d'Andreï Veniminovitch séparément. On peut faire ça soit dans le cadre d'une vidéo, créer une bonne vidéo d'information, puis, collectivement, confier à Gennady la tâche de réaliser une grande vidéo séparée sur les microturbines, ensuite organiser un webinaire de présentation avec Andreï, et après ce webinaire, sortir une vidéo, par exemple comme ça. Parfait. Bon, il me semble que ce sont là les principaux événements qui se sont produits chez nous en une quinzaine de jours de travail.
Je propose qu'on passe doucement aux questions. Ce n'est probablement pas tout, mais oui. On a déjà beaucoup discuté, je pense qu'on a suffisamment de questions là-bas. Tout d'abord, on nous demande de faire une visite du bureau, c'est curieux de voir comment tout s'est organisé. On l'avait promis, mais on ne l'a toujours pas fait, j'avoue. Je vais m'en occuper dans les prochains jours, c'est promis. La question principale qu'on nous pose, est-ce que le projet pourra continuer à se développer activement sans les investisseurs russes? Est-ce que tout ira bien? C'est une question d'actualité qui préoccupe beaucoup. Quoi qu'il arrive, le projet va continuer à se développer. D'après ce que je sais, les investissements russes représentaient littéralement, enfin pas littéralement, mais une part significative, environ 20 ou 30% du marché. SolarGroup va très bientôt organiser un webinaire pour expliquer tous les détails et les subtilités concernant le travail à venir et répondre à toutes les questions d'actualité. Si vous avez des questions urgentes, notre support technique fonctionne activement, vous pouvez leur écrire, nous répondrons à toutes les questions sans faute. Aucun investisseur russe n'est abandonné ou laissé de côté. Toutes les conditions qui avaient été convenues au départ sont maintenues, mais voilà, la situation est ce qu'elle est, donc nous devons respecter les conditions et la législation de la Fédération de Russie, et nous allons donc nous adapter, nous n'avons pas le choix. Comme je l'ai dit, je ne peux pas encore donner de date précise. SolarGroup se prépare à rassembler toutes les informations nécessaires. Dès qu'ils seront prêts, ils organiseront un webinaire avec une base d'informations complète, les étapes à venir, comment nous allons avancer. Donc, nous reprendrons contact très bientôt. Commentez la situation de la fermeture des investissements en provenance de Russie. C'est fait, j'ai commenté. Passons maintenant à la question suivante. Permettez-moi de commenter un peu plus en détail. En réalité, il faut bien comprendre que c'est une situation extrêmement douloureuse et vraiment très triste pour nous tous. Tout le monde ici est encore sous le choc de ce qui arrive. Il faut dire que l'argent manquait déjà cruellement auparavant, même si énormément de choses concrètes ont été accomplies ici, je parle des diverses optimisations et de bien d'autres mesures encore. Et concernant ce local à structure légère, ce n'est absolument pas par hasard que tout semble traîner en longueur. En vérité, tout se heurte systématiquement à des problèmes de financement, et maintenant, nous devons faire face à cet événement imprévu en plus. C'était vraiment déprimant, au point que certains membres de l'équipe ont même commencé à céder à la panique. Je tiens donc à adresser un immense merci à nos partenaires ainsi qu'à nos investisseurs étrangers, car ce sont véritablement eux qui ont sauvé le mois de janvier. Ils ont apparemment eu très peur, eux aussi, que quelque chose ne finisse par mal tourner avec l'ensemble du projet. D'un point de vue purement statistique, le mois de janvier est habituellement une période creuse où, juste après les fêtes de fin d'année, les gens ont déjà beaucoup dépensé pour les cadeaux. Mais cette année, absolument toutes les statistiques habituelles ont été totalement bouleversées. Encore une fois, merci infiniment aux étrangers. Ce webinaire est principalement suivi par des Russes, mais nous avons aussi une présence forte de l'Inde, de l'Afrique et du Vietnam. Ce sont tous des pays extrêmement actifs où tout fonctionne à merveille. Espérons donc sincèrement que les étrangers continueront à développer tout cela avec la même énergie et que SolarGroup, du côté russe, parviendra à inventer un mécanisme de fonctionnement qui soit enfin correct et efficace. En réalité, d'après ce que je sais, on a commencé à travailler sur cette question bien avant tous ces événements, mais on n'a pas tout à fait eu le temps d'entrer complètement dans la zone légale, mais le travail est en cours. D'ailleurs, il n'y a pas que nos partenaires étrangers qui peuvent travailler, les partenaires russes peuvent aussi continuer leur activité de partenariat, mais uniquement sur des plateformes architecturales Urban Solutions autorisées. Il n'est en aucun cas recommandé de faire cela sur des plateformes russes. Ce n'est pas recommandé, mais il existe d'autres plateformes, enfin, vous savez très bien lesquelles, celles qui sont interdites en Russie. Que comptez-vous faire avec les lignes? Construire? Louer? L'année dernière, nous avons fait la connaissance du propriétaire d'un aérodrome privé avec qui nous avons négocié la location et la construction sur son terrain, et des accords ont été conclus, ils n'ont pas disparu après le Nouvel An. Nous en sommes arrivés au point où un plan directeur nous a été remis, nous y avons placé le hangar, les points d'amarrage, les voies de circulation, etc. Bref, nous avons bien dessiné tout le schéma. On s'est dit, très bien, quand est-ce qu'on commence? Mais à ce moment-là, les premières gelées arrivaient, donc on a décidé d'attendre que la neige fonde et on commencera alors. Absolument tout ce que nous avions prévu est resté consigné très précisément dans les plans initiaux.
Grosso modo, pour l'instant présent, il y a une clarté totale concernant les surfaces au sol, l'aérodrome lui-même, ainsi que le hangar, et il y a déjà un contact établi avec les fabricants du hangar lui-même. Alors, vous vous demandez peut-être ce que nous attendons concrètement pour agir ? Nous attendons simplement que la neige fonde enfin, et c'est à ce moment-là que nous commencerons les travaux. Là aussi, il faudra impérativement payer une somme d'argent assez importante d'un seul coup, et cette somme globale s'avère être en réalité bien plus élevée que prévu. Certains disaient, voilà, on avait mis de l'argent de côté spécifiquement pour l'aérodrome, l'argent n'a pas encore été dépensé, donc tout va bien. En fait, l'aérodrome coûtait environ 20 millions de roubles, et pour un aérodrome complet, on peut dire que ce n'est vraiment pas grand-chose du tout. Ceux qui ont pris le temps de regarder les annonces de terrains agricoles savent qu'on pouvait en acheter un pour 5 millions de roubles, ou 6, ou même 7 millions, mais ce n'est strictement rien d'autre qu'un simple aérodrome répertorié administrativement sur le papier, alors qu'en réalité, c'est juste un champ de maïs sauvage où il n'y a même pas un seul poteau électrique à proximité immédiate. Mais au fond, ce n'est absolument pas ça le véritable problème. Ici, il y a des aérodromes qui se vendent pour des centaines de millions de roubles. Évidemment, nous n'avions pas ce genre d'argent. L'an dernier, on ne l'a même pas envisagé à l'achat, on y est juste allé pour voir. Là-bas, il y a déjà l'aérodrome lui-même, une piste d'atterrissage, des hangars, il y a même un hôtel, des ateliers de réparation, etc. Là, c'est 200 millions, 300 millions, il y a même des aérodromes à 400, 500 millions et plus. Mais celui dont je parlais, c'était un aérodrome agricole, mais déjà aménagé. Il y avait déjà un hangar assez grand pour que le Nova 01, par exemple, un aéroplane puisse y être stationné, il suffisait juste de modifier les portes. Il y avait déjà une petite maison où on pouvait passer la nuit, l'électricité, l'eau et tout le reste. Le prix était de 20 millions de roubles. Nous avions l'intention de l'acheter, mais finalement ils ne nous l'ont pas vendu parce qu'ils ont décidé de le garder et ils avaient des problèmes de papier. Comme nous voulions faire la transaction chez le notaire, les notaires ont étudié les documents, il fallait refaire un papier, puis un autre, puis un trois, et ils se sont dit « bon, tant pis ». À ce moment-là, ils ont aussi reçu dans le hangar 1 ou 2 avions supplémentaires en location. Bref, leur salaire mensuel a augmenté et ils se sont dit « en fait, ce n'est pas si mal, on ne va pas vendre ». Voilà. À ce moment-là, on prévoyait aussi d'installer là-bas un hangar à structure gonflable pour le Nova 2. Et ce que je veux dire, c'est que quelqu'un disait qu'on n'a pas dépensé l'argent, qu'il est toujours là, mais en fait, si on additionne le prix de l'aérodrome et celui du hangar gonflable pour le Nova 2, ça fait moins de la moitié du prix d'un hangar gonflable pour le Nova 8. Et donc, il a été décidé de faire directement un hangar gonflable pour le Nova 8, d'abord parce qu'on avait déjà trop tardé avec le hangar gonflable pour le Nova 2 en général. Ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'argent pour ensuite en dépenser encore beaucoup, autant sauter la première étape. Et avec le propriétaire de cet aérodrome actuel, on s'est mis d'accord justement pour un grand hangar et déjà pour de grands dirigeables. Il a assez de place pour accueillir à la fois le Nova 2 et le Nova 8, donc voilà. Géographiquement, c'est où ? C'est assez loin, mais pour l'instant je n'y vois aucun intérêt, de toute façon. J'irai là-bas, on tournera une vidéo sur place, quand on commencera à couler la dalle pour la structure gonflable, et là je vous raconterai tout. Bon, je passe donc à la question suivante. Peut-être que chaque moteur pourrait être contrôlé par sa propre alimentation énergétique via la fibre optique. C'est probablement dans le contexte des discussions sur les moteurs électriques. De toute façon, tout sera contrôlé par fibre optique. Chaque moteur aura sa propre petite turbine, donc au final, tout ira probablement dans ce sens. Est-il prévu de construire un aéronef de plus grande taille cette année ou l'année prochaine ? Cette année, on aimerait que la Nova 01 apparaisse dans le produit, non seulement comme un laboratoire volant, une copie dynamique et un aéronef, mais aussi la Nova 2. Oui, c'est prévu. Dès que nous aurons terminé les essais dynamiques à grande vitesse de l'aéronef, nous comprendrons à quel point la théorie de son aérodynamique correspond à la pratique. Si rien n'a besoin d'être corrigé, nous ne changerons rien, mais s'il faut l'ajuster la coque, nous le ferons. Et oui, nous commencerons, mais cette fois nous ne fabriquerons pas un modèle de laboratoire, mais un véritable produit,
un petit dirigeable hybride. Mais dans le même volume? Plus ou moins. Il y a certaines considérations concernant le volume de Nova 01 vers lequel il faut l'orienter et des considérations similaires apparaîtront pour l'aérostat. Pour Nova 01, il fait actuellement 130 mètres cubes, mais nous envisageons maintenant entre 200 et 300 mètres cubes. Je ne vais pas encore donner de chiffres précis, mais on considère une fourchette de 2 cents à 300 mètres cubes. Nous aurons un dirigeable de forme classique, mais déjà en tant que produit, avec des caractéristiques de produit, c'est-à-dire qu'il pourra être confié à quelqu'un pour l'exploitation et pas seulement piloté par ceux qui l'ont conçu, ce qui est plus sûr, plus fiable, etc. Et pour la taille de l'aérostat, on se décidera aussi après les essais, mais là aussi, plus ou moins, tout sera clair. Il est tout à fait probable que l'aérostat gardera ses dimensions. Ici, la question portait précisément sur la planification d'une augmentation. Prévoit-on de sortir un nouveau modèle de plus grande taille? En réalité, par souci d'économie de ressources, nous sommes actuellement concentrés uniquement sur le Nov 2, tout le reste se fait avec un minimum de ressources et un minimum d'attention. Si, à un moment donné, notre pénurie de ressources prend fin, il est évident que nous commencerons à travailler plus largement sur la gamme. Les dirigeables hybrides font l'objet de discussions actives quant à leur nécessité. Nous sommes fortement divisés entre ceux qui pensent que la version classique suffit et ceux qui estiment que les appareils hybrides sont nécessaires. Actuellement, bien sûr, nous assemblons et testons l'aérolait, car la théorie, c'est une chose, la pratique en est une autre. En pratique, il va maintenant montrer ce qu'il vaut, la théorie sera confirmée, en gros, la position des partisans des hybrides sera renforcée ou affaiblie. Nous allons maintenant observer très attentivement la manière dont toute cette situation va évoluer. Bien sûr, il est effectivement envisagé de mettre en œuvre la construction de nouveaux modèles de dirigeables hybrides. Dans l'éventualité où ces derniers parviendraient à se trouver un domaine d'application qui leur soit propre, parce que leur champ d'utilisation, pour l'instant, a tendance à s'élargir ou au contraire à se rétrécir de façon purement théorique. Maintenant, nous allons enfin voir ce que tout cela donne concrètement dans la pratique. Pour Dmitri Sergueïevitch, en tant que principal idéologue des dirigeables de type aérolais, c'est sa création, le projet de toute une vie auquel il est profondément attaché. Jusqu'à 40 tonnes, les dirigeables hybrides présentent une rentabilité économique tout à fait remarquable ainsi qu'une grande facilité d'applicabilité dans divers domaines. Au-dessus de ce seuil de 40 tonnes, ils ne les considèrent pas encore comme viables, mais même les modèles classiques essaient aujourd'hui de réduire ce seuil fatidique de 40 tonnes. Par la suite, il y a un problème majeur lié à la conception même de la coque, le fait que la coque aérodynamique n'a pas une forme géométrique correcte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de section ronde, mais d'une section complexe et irrégulière. Or, tout objet souple, quand on y met de la pression interne, cherche naturellement à prendre une forme ronde, et pour réussir à créer des formes non rondes, il faut alourdir considérablement les enveloppes extérieures et concevoir des systèmes complexes de membranes internes. D'un côté, ça veut dire que tu construis un appareil hybride plus petit, mais il s'alourdit de lui-même par sa structure, donc tu ne peux pas vraiment l'utiliser de manière efficace quand il est en vol. Bref, pour ce qui est de construire tout de suite un très grand dirigeable rigide, nous n'avons malheureusement ni l'argent nécessaire, ni le temps, ni même l'envie de nous lancer là-dedans. Et quel sera précisément le prochain appareil hybride, et de quelle taille exacte il sera, il est encore extrêmement difficile de se prononcer avec certitude à ce stade. Nous avons cependant certaines pistes de réflexion très sérieuses sur lesquelles nous avançons actuellement. Il s'agit notamment de coques semi-rigides dotées d'une armature pneumatique spécifique. Il existe une solution technique, par exemple, pour fabriquer un dirigeable hybride possédant exactement la même forme qu'un aérolais de la taille du Nova 2, mais qui pourrait soulever une charge bien plus importante. Si le Nova 2 classique soulève environ 500 kg, ce nouveau modèle pourrait, quant à lui, en soulever facilement 2 tonnes. C'est évidemment une différence importante. Allons-nous le construire? Nous ne décidons pas simplement sur un coup de tête, oui ou non, nous avons des règlements clairs, un conseil scientifique et technique où toutes ces décisions sont prises. Au moins d'un point de vue scientifique et technique, nous devons justifier la faisabilité même de ce projet. Mais ensuite, comme je l'ai dit,
L'aspect financier vient soutenir tout cela, c'est-à-dire dans le cadre, pour l'instant, du Nova 2. Je pense avoir globalement répondu à la question. Alors, poursuivons. Ici, on dit qu'il faut une enveloppe électromagnétique qui repousserait l'hélium. Une capsule électromagnétique de puissance, est-ce qu'on sait quelque chose à ce sujet ? Il existe différents travaux où l'on essaie de charger l'hélium par électrostatique, de le retenir ou de le repousser d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas du tout notre priorité numéro 125, mais c'est quelque part, c'est noté. Il y a des astuces pour essayer de le faire, mais ce n'est pas si simple, il faut aussi une très grande expertise dans des technologies très avancées. Par exemple, la création de générateurs impulsionnels nanosecondes de puissance mégawatt. Alors, hypothétiquement, quelque chose pourrait fonctionner, un jour on y arrivera. Bonsoir, allez-vous sortir la vie l'année prochaine ou plus tard ? Si nous arrivons à tout organiser et à mettre en place la production de l'enveloppe cette année, alors dès cette année, nous commencerons à fabriquer l'enveloppe de la Nova 8. Commencer à fabriquer, je n'y crois pas trop, mais au moins nous la soudrons. Actuellement, nous en sommes à la phase de commande du matériau pour l'enveloppe de la Nova 8, car elle n'est pas comme celle de la Nova 2, elle est plus rigide, avec des exigences plus strictes. Si, par exemple, nous la commandons en début d'année, elle arrivera vers le milieu de l'été ou à l'automne, ce qui signifie que nous pourrons commencer la fabrication. Cela veut dire que tout le reste suivra progressivement et que l'année prochaine, nous devrions voir la Nova 8. Ce sera donc déjà en 2027. Alors, question suivante, si nous parvenons à lancer la production en série des microturbines comme une activité distincte, cela rapportera-t-il des bénéfices à Aeronova, en conséquence, des dividendes issus de cette activité ? Nous n'en avons pas encore discuté directement. Impossible de dire oui ou non avec certitude, mais si cela se développe dans le cadre d'Aeronova, il est logique que oui. C'est une branche tellement importante que, si on lançait tout cela comme une histoire à part, comme un business séparé, ce serait une direction tellement vaste, avec un travail complètement différent et complexe. Par exemple, dans le cadre de la création d'une gamme de dirigeables, concevoir une turbine pour soi-même, la faire fabriquer quelque part, puis demander à quelqu'un de la produire, c'est une chose. Mais développer une entreprise distincte, mettre en place une production en série, c'est tout autre chose. Il y a même eu des idées de lancer les microturbines comme un projet séparé, avec son propre financement, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et puisque la première année, cela s'est développé dans le cadre d'Aeronova, bien sûr, Aeronova en tirera quelque chose si jamais les microturbines deviennent indépendantes. Si elles se séparent, alors naturellement tout reviendra à Aeronova, et donc aux nouveaux investisseurs, évidemment. Bon, il me semble que j'ai épuisé toutes mes questions. Je peux encore vérifier rapidement. Pour bien comprendre, actuellement, il y a une petite équipe salariée qui travaille sur la construction du dirigeable. La construction d'une usine pour la production en série de microturbines coûte 3 milliards de roubles. Donc, si on prend, en gros, tout l'argent que les gens ont investi dans Aeronova, qu'on en retire uniquement ce qui a été dépensé pour les microturbines, puis qu'on divise ce montant par 3 milliards, alors la part qui resterait dans cette production en série serait, bien sûr, très relative. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, maintenant, quel rendement du moteur est attendu pour la microturbine du dirigeable ? C'est le même que celui des moteurs diesel les plus efficaces. Il faut demander le chiffre exact à Andrei Veniaminovitch pour qu'il les annonce. J'ai vu beaucoup de commentaires quand nous avons parlé de la turbine. Oh, mais son rendement, elle consomme beaucoup de carburant. Mais pas avec un récupérateur qui renvoie 95% de la chaleur. Là, ça commence à fonctionner un peu différemment. Leur rendement et leur efficacité énergétique s'en rapprochent et à partir d'un certain moment, ils dépassent même les moteurs diesel à piston. En réalité, la bataille se joue déjà sur des fractions de pourcent, sur 1%, sur un demi-pourcent, donc je ne vais pas donner de chiffre exact. Andrei Veniaminovitch expliquera la théorie, ce à quoi on peut s'attendre, ainsi que les développements à venir qui nous attendent, et ceux à plus long terme, les perspectives, et il pourra aussi parler des limites théoriques. Donc, on va faire une bonne présentation de qualité. On va tout faire.
Est-il prévu de construire des dirigeables en tant que moyen de transport international, un peu comme un train ou un avion? S'il y a un client, bien sûr, on fera tout ce qu'on veut. Pour l'instant, le seul type international envisagé, c'est plutôt le dirigeable de croisière, parce que chaque pays a de beaux territoires, vastes, uniques, riches. Depuis un avion ou un hélicoptère, on ne voit pas grand-chose, et en naviguant sur l'océan, la mer ou la rivière, ce n'est pas pareil, alors qu'en dirigeable, on dirait que oui. Mais malgré tout, le transport aérien international par avion est aujourd'hui extrêmement bien organisé, donc il n'y a vraiment aucun intérêt à s'y lancer, que ce soit pour transporter des personnes ou des marchandises, et le dirigeable ne pourra jamais concurrencer l'avion. Si jamais il faut transporter quelque chose de très volumineux et lourd, ou au contraire très grand mais léger, et qu'il y a une certaine logique économique à le faire, alors bien sûr, ce genre de flux commencera à se former avec le temps. Par exemple, entre la Chine, l'Europe, l'Amérique, ce serait un peu comme une nouvelle route de la soie, là où il y a l'infrastructure et des projets en cours. L'an dernier, au début de l'année, on a discuté avec une grande entreprise de transport qui a un énorme flux de marchandises et ils en sont venus eux-mêmes à la conclusion qu'ils transporteraient certaines choses par dirigeable, parce que ce n'est rentable ni par train, ni par avion, ni par aucun autre moyen. S'il y avait un dirigeable, ce serait formidable. Et il est certain que de tels types de marchandises et de flux logistiques existeront et qu'un jour tout cela s'organisera. Mais vous comprenez, ce n'est pas au début de la création de la filière, à un moment où l'on se bat pour le moindre centime de profit. J'espère qu'au début, il s'agira plutôt de combler les niches où il n'y a personne. Là, c'est rentable, là on peut bien gagner sa vie et donc continuer à se développer. Il n'y a aucun intérêt à concurrencer là où la concurrence est déjà forte, alors qu'il existe tout un grand marché à explorer. Le transport aérien international reste un marché beaucoup trop concurrentiel, mais il y a tout de même des opportunités à saisir. Avec les dirigeables, on peut vraiment aller très loin. D'ailleurs, ici, quelqu'un commente « L'aéronef se confond avec le ciel nuageux, vous pourriez peindre des motifs colorés, une livrée éclatante sur la coque. » On peut, mais pas sur celui-ci. J'ai déjà expliqué, il me semble, pourquoi ils sont de cette couleur. C'est parce que le tissu contient un composant qui empêche les rayons ultraviolets de le dégrader, d'où cette couleur. Bien sûr, on prévoit de faire du design, de peindre dessus avec différents matériaux et couleurs, mais tout cela coûte de l'argent et du temps, depuis la conception jusqu'à la réalisation. Pour l'instant, ça n'a absolument aucun sens d'y consacrer des ressources. Je suis d'accord, dans le ciel, ils se font mode furtif activé. D'ailleurs, on demande ici « Le triste sort du dirigeable hybride du projet irlandais ne vous inquiète-t-il pas ?» Pas du tout. Ils ont suivi une voie, et merci à eux, que nous n'emprunterons pas. Ils ont apporté beaucoup d'expérience à la communauté mondiale de la construction de dirigeables, et maintenant, en nous appuyant sur leur expérience, nous pouvons tout faire correctement. On demande aussi pourquoi il n'y a pas de commande pour l'hybride. C'est étrange, votre main droite ne sait pas ce que fait la gauche. Je n'ai pas compris la question. Pourquoi n'y a-t-il pas de commande pour l'hybride et en même temps, c'est étrange, votre main droite ne sait pas ce que fait la gauche. Bref, pourquoi n'y a-t-il pas de commande pour l'hybride? Il y a des précommandes pour l'hybride. Par exemple, à l'intérieur du pays, il y a eu une commande pour 3 tonnes, 3, 30, 60 tonnes. Ils ont clairement indiqué que le dirigeable devait être hybride, mais ils interviennent en tant que clients experts, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'ils commandent. Ils disent « il nous faut un chargement et un déchargement sans ballast », c'est-à-dire que le dirigeable doit venir, déposer 3 tonnes et repartir. Et pour cela, il doit être hybride. Nous n'avons rien pour le ballaster, il n'y aura pas de Architectural Urban Solution en retour. Donc il y a bien un client, mais est-ce qu'on pourra résoudre cette tâche avec un dirigeable de forme classique? Pourquoi pas? Est-ce qu'on pourra la résoudre avec un hybride? Oui. Et le client a-t-il payé? Non. Nous en sommes à la phase de projet, ça ne se fait pas aussi vite. Comme je l'ai dit, les concepts techniques sont en cours de développement, les calculs mathématiques sont faits. Les demandes ne se limitent pas à « il me faut un hybride de 3 tonnes », tout doit être calculé, y compris la maintenance technique, le stockage au sol, la réparation, l'équipe, tout, absolument tout.
Les gros clients ne donnent pas de grosses sommes d'argent comme ça, sans raison. Des thèses scientifiques entières sont rédigées en amont. Bien sûr, certains sont prêts à financer la rédaction d'une thèse scientifique, tandis que d'autres disent « Non, développez-la et montrez-nous vos compétences par vous-même ». Il y a les deux cas. Encore une question? Est-ce que vous allez réagir aux régions ou bien vous tournerez-vous vers les Chinois? J'ai un peu reformulé la question. Il y a un client, on discute depuis plus d'1 an, aucune réaction, il est prêt à financer. Allez-vous réagir aux régions ou finalement vous irez chez les Chinois? Je n'ai rien compris. De quoi s'agit-il exactement? J'ai bien l'impression qu'il est en train de citer quelqu'un, selon toute vraisemblance. Oui, c'est ça. On verra. Objectivement, j'évalue simplement la situation. Andrei Veniaminovitch, au cours de sa longue vie, a déjà travaillé avec des investisseurs et des clients russes. Il a eu des projets, y compris des projets réussis. Mais il a aussi eu d'autres expériences, comme en Russie où des personnes sont apparues, des accords ont été conclus, même des fonds ont été alloués et tout était fait correctement, mais en cours de route, le développeur et le développement se sont perdus. Et en Chine, il y a eu de nombreuses tentatives infructueuses pendant des années. Donc, je ne sais pas de quel client il s'agit précisément, pour une raison quelconque j'ai associé cela aux turbines, selon le contexte. Actuellement, nous travaillons pour nous-mêmes et pour nos dirigeables, mais si, quelque part, il y a une opportunité de créer une co-entreprise et que quelqu'un souhaite nous aider, nous n'allons pas refuser, que ce soit dans notre pays ou en Chine. Pourquoi pas, après tout? Ou dans n'importe quel autre pays, si les travaux de nos scientifiques peuvent être réalisés en métal et que nous pouvons utiliser ce métal pour nos dirigeables, nos avions, nos voitures, et en plus gagner de l'argent tous ensemble grâce à cela, bien sûr que oui. C'est la fin des questions, je pense. Ça a été assez long. Les amis, si vous regardez les webinaires, c'est super. Merci à vous pour vos questions, pour vos réponses, pour l'intérêt que vous portez. Je comprends que beaucoup voulaient probablement entendre parler de la situation avec les Russes et de toute cette histoire. J'espère que SolarGrow répondra bientôt à tout cela. Chez nous, les choses bouillonnent, tout avance, ça fonctionne. En voyant l'aéronef voler, beaucoup ont vraiment été enthousiasmés. Waouh, le Nova 01 vole. Les spécialistes des dirigeables regardent. Ce n'est que le début, attendez de voir le grand modèle. Eux, ils l'ont déjà vu. Mais quand l'aéronef a décollé, même eux ont été surpris, et même si les vidéos étaient courtes, elles ont circulé partout, les aviateurs ont regardé, les hélicoptéristes aussi. Tout le monde s'est intéressé, il y a eu de l'animation. Le micro est mal placé, ce n'est pas pratique de rester assis dessous. Quand le dirigeable classique a décollé, en général, les gens avaient en tête un dirigeable, une sorte de saucisse classique qui vole, c'est marrant. Mais quand l'aéronef a pris son envol, avec sa forme déjà étrange et sa façon de voler complètement différente, il a vraiment suscité un intérêt authentique et ça nous a beaucoup réjouis et motivés. Beaucoup d'entreprises du secteur appellent, veulent venir voir. Et d'ailleurs, il y a eu des gars vraiment cool qui sont venus, des jeunes issus d'une grande entreprise russe, avec leur propre domaine d'expertise. Eux aussi travaillent sur des technologies sans pilote, mais terrestres. Ils ont dit « Waouh, c'est quoi ce truc? Trouvons quelque chose à faire ensemble. » En fait, une seule petite vidéo courte de l'aérolais a déjà fait pas mal de bruit dans des cercles spécialisés. Et maintenant que le temps s'améliore, on va continuer à faire parler de nous. J'en veux encore plus. On a aussi de petits Nova qui vont voler, des petits aéronefs classiques qui vont décoller. Et quand on fera décoller le Nova 2, là, ce sera du sérieux. On a vraiment fait du bruit dans le monde entier avec seulement 2 petits paquets volants. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? En tout cas, tout ira bien. Sur ce, il est temps de se dire au revoir. Les amis, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires, à réagir. C'est vraiment précieux pour nous de voir que vous écrivez quelque chose, que vous réagissez, parce qu'on fait tout ça aussi pour vous. Partagez l'information. Faites-le intelligemment. On veut simplement populariser le sujet, montrer que les dirigeables, c'est génial, c'est super, pour que de plus en plus de gens sachent que ce domaine revient, que bientôt on verra des dirigeables au-dessus de nos têtes et que de plus en plus de personnes aient envie de les voir dans notre ciel.
On va essayer de faire en sorte qu'en Russie, ils deviennent une sorte de fleuron, qu'ils fixent un certain niveau d'exigence vers lequel tout le monde voudra tendre. Voilà, il est temps de se dire au revoir. Oui, voilà les amis, à bientôt dans les chats, sur Telegram, attendez-vous à de nouvelles vidéos. Quand est-ce qu'on revient la prochaine fois? Déjà en février, quoi qu'il arrive, mais probablement plutôt vers la fin du mois. Maintenant, on fait ça toutes les 2 semaines, mais de toute façon, il y aura une annonce, on vous tiendra au courant. Donc, dans 2 semaines, ce sera le 12 février, mais le 12 février, un groupe d'investisseurs étrangers veut venir à l'aérodrome pour voir les dirigeables en vol. Donc, soit on décale le webinaire dès un jour, soit on le fait la semaine suivante, pas le 12 alors, mais la semaine d'après. Bref, à bientôt. Oui, merci à tous, à bientôt. Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble.